Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au premier talk du Festival du Livre sur les quais à Morges. Festival organisé au bord du lac Léman et notamment à côté du somptueux château de Morges où nous nous trouvons maintenant pour ce talk, ce premier talk du festival. Alors c'est quoi ce talk ? Bien, c'est une heure de débat en direct ici à Morges, une heure de discussion, on va dire ça comme ça, diffusée sur la chaîne TV8 Mont-Blanc, mais en même temps, dont on salue les téléspectateurs, mais en même temps en direct ici à Morges, avec du public, au pied des murailles du château. Surtout le talk du livre sur les quais, c'est une première, filmée par les équipes de 8 Mont-Blanc et animée par 7.info, média de littérature du réel que j'ai l'honneur de diriger. Alors une première qui nous permet de faire quoi ? De parler de littérature, puisqu'on a un festival de littérature, c'est une évidence, mais surtout de faire vivre et de faire écouter les gens qui font la littérature, qui sont finalement les chevilles ouvrières de l'édition, notamment en Suisse romande. Et dans le domaine, c'est les éditions La Joie de lire qui fêtent cette année même leur 35e anniversaire et qui sont là notamment en présentant une superbe exposition que vous pouvez admirer du côté du château de Morges, en sont un excellent modèle de rigueur, d'intelligence, on ne va pas dire le contraire, aussi d'innovation. Et pourquoi ? Parce que la Joie de lire est un des premiers éditeurs qui a occupé le terrain de l'édition jeunesse. Et on va en discuter maintenant avec vous. En Suisse. Hein, en Suisse, oui, bien sûr. Oui. On parle toujours de la Suisse pour l'instant. Alors on va parler de ça avec vous. Bonjour Francine Boucher. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien. Justement, alors, vous êtes la fondatrice et surtout la patronne des éditions La Joie de lire. Ça vous va si je vous colle l'étiquette de pionnière de la littérature en Suisse romande ? Oh, c'est un peu fort quand même, parce que je pense qu'il y en a eu d'autres. C'est vrai qu'on n'a pas trop de concurrents, on n'a pas eu trop de concurrents dès le départ, mais je ne sais pas si j'ai un peu de la peine à dire si je suis une pionnière. C'est certain que j'ai toujours eu des choses à dire et que je ne me suis pas gênée pour le faire. Mais est-ce que ça, c'est suffisant pour dire qu'on est pionnier ? Il y a quand même eu des gens, par ailleurs, du côté de la France, on peut quand même pas, et des États-Unis surtout. Je pense à des illustrateurs magnifiques comme Sandac, comme Arnold Lobel, comme Leo Lionni en Italie, Ungerer, etc. Et voilà, les pionniers sont là. Et dans l'édition, si parfois ces gens-là, la plupart du temps, ont été publiés, bien sûr qu'il a fallu à un moment donné qu'il y ait un éditeur qui dit oui, on y va. C'est peut-être ça, ce petit moment un peu parfois de folie quand même, qui fait qu'on devient un peu pionnier de quelque chose. Mais c'est quand même un terme un peu trop fort, il me semble. Voilà. En même temps, d'où vous est venue cette idée en 87 Tiens, un matin vous êtes levé, vous avez dit je vais créer mes éditions, il y a un marché pour ça, je veux en vivre. Enfin, comment ça s'est organisé tout ça ? C'est assez drôle que vous dites je veux en vivre. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé du tout, parce que je crois que si on se pose cette question, il vaut peut-être mieux faire autre chose. Voilà. Donc non, je crois que c'est venu parce que j'avais une librairie à cette époque-là. Aussi j'ai été prof avant, donc j'avais le goût de transmettre quelque chose. Et puis la librairie m'a appris toutes sortes de choses sur le métier, sur tout ce qui existait déjà. Et puis un jour on a envie de faire autrement. C'est peut-être un peu ça le passage. On est parti des documentaires. Notre premier livre était sur Le Corbusier. C'est moi qui l'avais écrit, bon, c'est quelques lignes, hein, mais quand même j'avais pas mal travaillé là-dessus. Et on l'a fait illustrer. L'idée était de faire un documentaire un peu différent, c'est-à-dire où tout partait de l'image. C'est pas facile de parler d'un personnage comme cet architecte qui était quand même très abstrait dans sa manière de travailler. Bon, après, il a pris des positions politiques, mais c'est pas pour ça que je l'ai publié. Mais donc, il y avait un petit virage à prendre. Puis après, je crois que ce qui est formidable quand on commence quelque chose, comme ça dans la vie, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et après, voilà, il y a eu un certain succès, je dois le dire. D'ailleurs, le Corbusier existe toujours. Et
Et on l'a publié dans plusieurs langues aussi. Et après, on a voulu continuer dans ce sens, mais là, on a un peu tâtonné, on a travaillé d'une autre manière. On a travaillé Mozart avec Christophe Gala et puis l'illustrateur Georges Lemoine. Donc, à chaque fois, on faisait un peu autrement. Donc, ce que je n'ai pas fait, ce que je n'arrivais pas à faire, et j'ai quand même eu toujours de mal à le faire, c'est à cadrer une collection, etc., à me demander sur le plan du marché ce qui va se passer. Ça ne m'intéressait absolument pas. Voilà. C'est comme ça. Après, j'ai dû un peu rectifier le tir parce qu'il fallait bien qu'on continue. Il y a un moment donné, on se dit, voilà, on a mis un peu de sous dans quelque chose. Et puis, si ça marche pas, on va pouvoir continuer. Donc après, il y a la réalité économique qui se pose. Mais c'est pas la réalité économique qui m'a tiré en avant. En même temps, 35 ans plus tard, vous êtes une des principales maisons d'édition de Suisse, on peut dire ça comme ça, Suisse romande? Oui, c'est un peu trop parce que, enfin, on a une maison qui compte, voilà, qui compte sur le plan de notre chiffre d'affaires, c'est vrai, sur le plan de la réputation, sur le plan international, on est apprécié parce qu'on a cherché, parce qu'on a pris peut-être des chemins de traverse plutôt que de prendre les autoroutes, voilà. Si on fait un petit décompte chiffré, c'est combien de bouquins en 35 ans? C'est combien d'auteurs? Alors, le nombre de titres, je pense qu'on est autour de 800. Le nombre d'auteurs, je ne sais pas, je les compte pas comme ça, Dieu merci. Je fais pas l'appel chaque matin. Donc, il y a beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup d'illustrateurs. Il y en a qui sont plus importants que d'autres, bien sûr, dans le catalogue. Voilà. Je ne sais pas, vous voulez encore des chiffres? Non, c'est vous qui décidez. Moi, je vous écoute. Enfin, en même temps, justement, on parle des auteurs et on en a trois de vos auteurs autour de la table. On va les présenter maintenant. Donc, il y a Albertine. C'est un plaisir de vous avoir autour de cette table. Vous êtes une illustratrice hyper connue, ultra titrée, on va dire ça comme ça. Vous avez reçu plein de prix, notamment le dernier là, qui est en 2020. C'est juste, hein, le prestigieux Hans Christian Andersen pour l'ensemble de votre œuvre. Oui, c'est ça. C'est quasiment le prix Nobel, ça, non? On l'appelle le prix Nobel de la littérature jeunesse, oui. Mais je me sens pas du tout prix Nobel, pas du tout. Ok, on continue les présentations. Puis après, je commencerai à vous poser des questions sur votre lien avec les éditions la joie de lire. À vos côtés, Germano Zullo, écrivain, poète, genevois. Bonjour, oui. Vous signez, alors avec Albertine, alors le dernier bouquin que je présente ici, hein, Depuis que les monstres, et on en parle tout à l'heure, un passionnant livre de contes, un peu sur un modèle extraterrestre, il y a du science-fiction, oui. Il y a un peu de... Oui, on va dire c'est mes premiers amours, la littérature de genre. D'accord. Et là, vous le faites avec des illustrations qui font froid dans le dos, et les textes font aussi froid dans le dos. Donc c'est vraiment assez Audacieux. Oui, audacieux. Et bon, surtout, moi, il y a une phrase que j'ai adorée, les monstres sont partout. On en parlera après, vous nous direz où ils sont. Peut-être que vous pouvez nous aider à ce sujet-là. Et puis, au bout de la table, Walid Serra Geldine, je dis juste? Bonjour, oui, c'est juste. Très bien. Alors, vous êtes illustrateur indépendant, vous êtes basé à Berne, c'est juste? À Lucerne. À Lucerne, ok. Et vous signez aux éditions également La Joie de lire. Je montre. Alors, le titre, c'est Le Voisin. C'est ça, oui. Voilà, livre que vous signez tout à l'heure sous les tentes, hein, au niveau dans le festival, au moment du festival. Le Voisin, et là, surtout, ce qu'on apprend avec l'histoire de voisin, c'est qu'il y a une question quand même passionnante, c'est le bon voisin est-il celui que l'on pense? Voilà, c'est un peu... on se pose la question, si on lit le livre, est-ce que c'est vraiment... je le dis, maintenant il y a un rhinocéros dans cette histoire, et puis on se demande si c'est vraiment lui le méchant voisin. Et puis voilà, il faut découvrir. Ouais, et le dessin est fort sympathique. Et puis, en même temps, ça parle tellement de nous. Moi, j'ai été captivé par votre dessin et vraiment, ça se lit d'une traite, c'est moins qu'on puisse dire, mais surtout, c'était captivé parce que ça vous fait penser à des situations quand même de voisinage. C'est un autre débat, on va pas le lancer aujourd'hui, mais on va revenir justement sur la question maintenant vous êtes auteur, hein, en gros, pour la faire simple, vous pouvez signer où vous voulez, mais pourtant, pourquoi être auteur de cette maison d'édition, la Joie de lire? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu vers cette maison d'édition? Albertine, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question. Depuis quand d'ailleurs vous signez dans cette maison d'édition? Depuis quand vous publiez? Oui, ça fait depuis 92 ans.
96. Mais oui, donc presque au début de la joie de lire, un peu peut-être 5, 6, 7 ans après. Ça a été un peu un concours de circonstances. Il y avait un concours d'illustration. On a envoyé un projet. On n'a pas gagné, mais Francine était dans le jury et elle nous a contactés pour la rencontrer et pour lui montrer un peu notre travail. Mais je pense que ça remontait encore avant. Parce que ma tante Danielle Bagnou, qui était libraire, elle me disait déjà quand j'étais toute jeune fille, mais va voir la joie de lire. Parce que comme je dessinais tout le temps. Mais quand on a 14, 15, 16, même 19, 20 ans, on n'a pas envie enfin, ça ne nous intéresse pas de dessiner pour les enfants. On est encore un peu un enfant soi-même. C'est pas forcément très évident. Et puis c'est venu vraiment avec ce travail en collaboration avec mon amoureux Germano, sublimissime Germano, et avec lui il y a eu ce déclic d'avoir envie tout à coup de travailler en tout cas de communier ensemble autour du texte et de l'image et de s'inventer des histoires. Et puis Francine, elle a eu confiance en nous tout de suite, donc elle a pris le premier livre et puis elle a pris le second, et puis après quand vous êtes publié, c'est merveilleux, donc vous avez envie de continuer, hein, c'est un peu le gâteau supplémentaire, etc. Ça vous donne des ailes. Et puis on a aussi appris à évoluer, à grandir. On a vu la maison grandir aussi, donc tout à coup il y avait aussi, c'était pas qu'une maison d'édition, c'était une famille. D'ailleurs, on l'appelle la maman des livres. Francine, ça l'énerve, mais en même temps, ça la touche un peu. Voilà. Mais je pense qu'il y a une histoire de fidélité, de confiance, de partage, d'échange. On construit quelque chose ensemble. On joue ensemble. Et ça, c'est très précieux. Donc, c'est une maison d'édition qui compte. Et on aime ça parce que d'aller partout chez plein d'éditeurs, on se disperse aussi beaucoup. D'avoir une maison, c'est aussi, voilà, on sait où nous trouver. Hein, voilà. Germano, c'est la même chose pour vous? C'est cette même optique également de trouver une famille? Oui, Albertine a très bien résumé notre rencontre avec Francine et la maison d'édition. Oui, on peut parler de famille. C'est quelque chose qui s'est fabriqué au fil du temps. Je crois que Francine a reconnu peut-être en nous une certaine capacité d'évolution, parce qu'un éditeur peut aussi fonctionner par coup, hein. C'est-à-dire on va faire un coup, on va aller chercher des grands auteurs qui ont déjà réussi, et puis on sait que de toute façon ça va cartonner. Nous, on n'était pas du tout à ce stade-là de notre travail. On avait des choses à dire, on les disait peut-être encore pas forcément de manière très précise. Peut-être on avait de la maladresse, que ce soit dans le texte ou dans le dessin, dans la narration elle-même. Et je crois que Francine c'est ça un vrai éditeur aussi. C'est quelqu'un qui est capable de percevoir chez des jeunes auteurs une capacité de grandir. Et je pense que on doit remercier Francine pour nous avoir nourris en quelque sorte, accompagnés dans notre grandir. Bon, dans l'autre sens, si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. Donc voilà, je crois que c'est quand même un échange, une espèce de respect mutuel, et il me semble qu'on a grandi ensemble. Autant j'ai vu qu'effectivement il y avait une certaine maladresse au départ, mais c'est peut-être pas ça que je voyais à l'époque. Je voyais simplement un potentiel de personnes et d'un travail qui pouvait avancer. Mais nous aussi, on a eu besoin d'eux pour grandir. Je crois que c'est important de signaler cet échange. Et comment ça se passe, et après on posera la même question à Walid, comment ça se passe quand vous choisissez Albertine, qui débarque chez vous, qui vous présente un projet, il y a un coup de cœur, il y a une envie de se dire il y a un potentiel, enfin comment vous, en tant qu'éditrice, vous percevez ces potentialités-là? Chaque livre est différent. Et à chaque fois, évidemment, à l'époque, j'avais quelques titres à mon catalogue, hein, donc c'était... Mais j'ai eu confiance dans leur façon de faire, d'être, de réfléchir, de travailler leur imaginaire ensemble en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment un mariage dans tous les sens du terme. Et puis il y a une innocence chez eux que j'aime beaucoup. C'est pas une innocence béate, pas du tout. C'est la fraîcheur d'une page blanche, quoi, c'est ça. Et qu'on va y mettre des choses et on ne sait pas encore quoi, et on construit, et puis nous on voit le résultat. C'est vrai que ce sont des artistes avec lesquels on travaille, et on n'a pas besoin de faire grand-chose, parce qu'ils sont parfaits maintenant.
C'est-à-dire qu'on sait que quand ils arrivent avec le livre bleu, ce qu'on va publier ces prochains temps, enfin, j'ai de la peine à en parler parce que j'ai l'émotion qui me prend, on est juste sans voix quand ils viennent nous lire ce livre, le livre bleu. Et donc, c'est plus long d'un doute. Enfin, voilà. C'est sûr qu'on va le prendre, on va le porter, on va faire en sorte que ce bébé va être... C'est bien sûr que c'est le leur, mais c'est aussi le nôtre. Parce qu'il va falloir l'élever pour que beaucoup de personnes le connaissent. Germano, le livre bleu, vous pouvez nous en parler rapidement avant qu'on donne la parole à Walid? Oui, c'est simplement c'est un livre qui n'est pas très facile, je dirais, à résumer. C'est l'histoire simplement d'une petite fille. Son papa vient lui raconter une histoire et ils vont partir ensemble dans la lecture de ce livre. Ensuite, ce sera la maman qui prendra le relais. On peut le résumer ainsi, mais c'est un livre sur encore une fois sur la transmission, sur la littérature elle-même, parce qu'à chaque page il y a une possibilité de livre, une possibilité de roman. On est aussi dans l'inconfort dans certaines pages et les parents sont toujours accompagnent toujours sereinement la confrontation à l'inconfort, à la présence de l'obstacle. C'est pas très bien résumé, mais je sais pas, c'est assez compliqué à... C'est vrai que c'est un livre qui ne peut pas tellement se raconter, il doit se vivre. Et je l'ai lu à une de mes petites filles, et c'est curieux parce qu'elle était perdue à 8 ans, elle était perdue au début, et tout à coup elle m'a dit « j'ai compris ». Parce qu'en fait c'est un livre dans le livre, et le livre, on le fait en même temps qu'on le raconte. Et ça, c'est absolument unique. Et ils sont géniaux pour ça, d'une part. Et puis, c'est une mise en abîme de la littérature, un peu, parce que on finit après, dans le livre, Albertine a dessiné, donc la chambre du départ n'est pas la même que la chambre d'arrivée, parce que ça veut dire qu'on a été transformé par la lecture. Non, vraiment, là, je crois qu'on a quelque chose d'exceptionnel. Et je trouve que c'est aussi exceptionnel que les oiseaux. Je trouve qu'à partir des oiseaux, il s'est passé quelque chose dans votre travail, de la connivence entre vous, de la sensibilité de Germano, et puis de la force du dessin d'Albertine. Juste pour dire, moi je pense que ce qui est très important, c'est d'être libre quand on crée. Et la liberté, c'est pas un vain mot, c'est prendre nos idées, c'est prendre nos points de vue, c'est d'amener quelque chose de nouveau dans nos livres. Et pour ça, il faut un éditeur qui parte avec nous dans cette aventure. Je ne pourrais jamais faire Kiki, le petit glaçon, histoire débile ou simpliste avec 15 tomes, par exemple, de Kiki, le petit glaçon. Ça me serait absolument impossible. J'ai besoin d'évoluer. On a besoin d'évoluer. Et comme on grandit et qu'on prend conscience aussi du monde, eh ben, on le voit aussi d'une autre manière que quand on avait 22 ans. Et on devient exigeant aussi. On veut une vérité. On est tous sincères quand on est artiste. Et alors, ça nous demande beaucoup d'efforts. Et puis, parfois, des difficultés. Mais cette sincérité, moi, j'y tiens alors vraiment très, 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 très fort. Et le bouquin sort quand En octobre. En octobre, donc à vos librairies en octobre. Walid, vous êtes alémanique, donc basé à Lucerne. Pourquoi vous êtes venu à Genève pour vous faire éditer, en fin de compte? Parce que la joie de lire, un renommé, même de l'autre côté du Röstigraben. Donc... voilà, je me suis dit que vraiment il faut essayer de me faire publier là-bas. Et puis c'est aussi un livre sans texte, donc c'est risqué d'un point de vue de vente. Et puis voilà, Francine a pris ce risque avec moi, donc je suis content d'avoir pu publier. J'ai la joie de lire. Il faut le dire que je l'ai rencontré à Bologne, à la foire du livre pour la jeunesse,
où il exposait avec d'autres illustrateurs, jeunes illustrateurs. Et au fond, c'est un peu la démarche. On retrouve le début d'une relation avec un illustrateur, puisque c'est son premier livre chez nous. Est-ce qu'il y en aura d'autres? J'en sais rien. Mais disons, nous sommes ouverts bien sûr à toute proposition. Et c'est ce premier moment où on se dit en tant qu'éditeur, voilà, on voit ce projet et on se dit, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est très différent de ce que font les autres. Enfin, c'est ça qui fait aussi que notre force, c'est qu'il faut qu'on aille faire des expériences avec d'autres styles, avec d'autres enjeux. En même temps, c'est un bouquin très intéressant parce que justement, il n'y a pas de parole. Donc bon, on connaît la Suisse, hein, on a Rushdie Graben, Walid vous en avez parlé tout à l'heure, on a des différences de langue, et là on se retrouve avec un alémanique qui nous fait une espèce de sans-parole qui nous parle à tous. Moi je trouve ça génial en termes de passage culturel entre les deux sphères d'influence. C'est un bouquin que vous pourrez facilement traduire soit en anglais, soit en allemand finalement, puisqu'il n'y a pas de mots. On va en faire un livre politique, je crois. En tout cas, ça dit beaucoup peut-être de la Suisse. Par contre, Karina avait dit qu'elle a eu de la peine à le vendre à un éditeur d'Amérique du Sud parce qu'ils n'ont pas compris ce conflit entre voisins. Voilà. Oui, c'est différence de culture. Oui. Mais il y a un peu de ça aussi, il y a cette idée aussi de parler de la Suisse. Enfin, c'est ce que je me suis dit en vous lisant, Walid, s'il n'y avait pas, comme dit très justement Francine, un contenu un peu politique là derrière. Alors ça, on peut évidemment y interpréter ce qu'on veut. Oui, ça c'est la beauté du livre. C'est une fois qu'il est là, on peut essayer de découvrir toutes sortes de choses, mais enfin, c'était pas mon idée à moi de faire un livre politique, voilà. Bon, maintenant qu'on vous a sous la main, on vous pose la question quand même. Bon, revenons un petit peu, Francine Boucher, sur vos éditions et sur un petit peu comment ça va la littérature jeunesse en Suisse aujourd'hui. Et après, on parlait un peu de l'international. Oui, disons, en Suisse, ça fonctionne à peu près. Donc, on a eu une très bonne période pendant le Covid. Curieusement, on pensait qu'on était mort. Enfin, le début, les premiers moments du Covid, moi, j'ai pensé qu'on allait mourir. Et pas du tout. Les gens se sont mis vraiment à lire grâce au Covid. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, ce mouvement, évidemment, il est un peu tassé en ce moment à cause de la guerre. Et aussi des inquiétudes des gens. Et notre principale préoccupation, comme tous les éditeurs aujourd'hui, c'est l'augmentation des coûts du papier et du transport, qui fait qu'on doit augmenter les livres et qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, on va voir. Pour l'instant, on a fait 6 mois qui sont plutôt bons. On verra ce qui se passera à la fin de l'année. Voilà. Mais on est toujours dans un trend positif ou ça a été parce que pour certains éditeurs le retour finalement à la normale après le Covid a été plutôt rugueux voire difficile. Non, ça va pas trop mal. Je suis très pessimiste. Disons quand j'ouvre les statistiques, je me dis oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis non, c'est pour l'instant c'est ça. Mais je ne sais pas jusqu'à quand. Mais je crois que le mouvement de lecture demeure, et ce qui est quand même formidable. Voilà, je crois que voilà. Mais bon, de toute façon, on est toujours habitué à souffrir dans ce métier sur le plan de financier. Donc, quand ça va moins bien, on n'est pas trop angoissé. Voilà. J'ai un peu l'impression qu'on parle toujours de crise dans ce métier, non ? Oui, mais là, peut-être qu'il ne faudrait pas trop tirer cette corde pour apparaître comme le pauvre éditeur qui s'en tire jamais et qu'on a toujours besoin d'aide. C'est un peu lassant. Enfin, ça, c'est vrai qu'on a besoin de l'aide de la fonction publique. Et je crois que la fonction publique, on est assez consciente. Mais il faut quand même qu'on fonctionne comme des professionnels et pas comme des assistés. Ça, j'y tiens beaucoup. Parce qu'il y a des moments où j'ai pris des risques un peu inutiles, où j'ai dû rectifier mon tir, parce qu'il y a des expériences trop difficiles que j'ai faites avec beaucoup de plaisir. C'est un peu une tendance que j'aurais. Et là, j'ai été rattrapée par la réalité. Et après, il faut bien se dire il faut trouver un fil pour ne pas se trahir. Ça, c'est très important. Mais aussi, de temps en temps, apporter à son catalogue des choses un peu plus faciles.
C'est aussi une marque d'exportation que votre maison d'édition. Bah oui, parce que notre marché, c'est la France, c'est pas la Suisse. Donc on fait presque 80% du chiffre en France, et puis ailleurs, dans d'autres pays. Mais justement, vous avez aussi beaucoup de traductions, vous avez beaucoup de vos œuvres, un certain nombre qui sont traduites. Oui, mais quand on traduit, on vend les droits à d'autres éditeurs. On publie pas. J'ai pas une maison à New York, une maison à Tokyo, et ce serait marrant d'ailleurs. Mais non, mais on n'a pas. Donc on vend les droits à d'autres éditeurs qui s'occupent de la traduction, etc. Nous, les traductions, c'est quand on achète des droits, parce qu'on le fait aussi dans ce sens-là. Et là, il faut qu'on réfléchisse, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas. Il y a des pays qui aident la traduction et d'autres qui ne l'aident pas. Alors est-ce qu'on publie quand même l'Italie, par exemple? On aime beaucoup traduire de l'italien, parce qu'on aime beaucoup la littérature italienne aussi. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas, parce que la traduction sera effectivement entièrement à notre charge. Albertine, vous avez vu évoluer cet art qui était un peu considéré comme art mineur, si je puis me permettre, qui est maintenant devenu majeur, adulte également, économiquement, et au niveau on voit qu'il y a de plus en plus aussi d'éditeurs romans, mais aussi français, qui se mettent au roman graphique et au dessin. Comment vous avez vu évoluer, vous, dans cet univers-là qui commence, on parle de boom, de la bande dessinée, ou en tout cas du dessin dans la littérature? Alors bon, en tout cas à Genève, en tout cas en Suisse, on a un vivier de dessinateurs de bande dessinée, plus que d'illustrateurs jeunesse, mais vraiment immense par rapport au nombre d'habitants de notre joli pays. Je sais pas, moi je pense que les gens je pense que on a besoin d'exprimer quelque chose du monde quand on dessine. On est des éponges et on a besoin de poser quelque chose avec le dessin. Le dessin nous permet une distance et en même temps d'y être impliqué. On dit quelque chose, mais c'est nos personnages qui disent les choses à notre place. Donc s'il y a une envie de parole, il y a une envie d'un cri, il y a une envie d'un chant, il y a une envie de raconter des histoires, de les inventer, de tordre le cou à notre monde et d'en faire sien. Après, moi, ce que je suis, là où je suis enchantée, c'est que les passerelles s'ouvrent, c'est-à-dire que le dessin et que le roman graphique puissent être à la fois lus par des jeunes et par des grands, par des éditeurs qui prennent aussi des risques en tant qu'adultes de montrer des illustrateurs et la jeunesse aussi de prendre des dessinateurs dits adultes pour les adultes. Enfin voilà, qui est quand même un brassage. Et ça se fait. Il faut choisir ces bons éditeurs, il faut choisir vraiment les chemins qu'on a envie de prendre avec nos éditeurs. Mais nous sommes beaucoup à avoir envie de raconter des choses sur ce monde et le dessin et l'écriture en fait partie. En même temps, jusqu'à présent, enfin jusqu'à une dizaine d'années, on va dire ça comme ça, le dessin était souvent un dessin d'illustration dans les médias ou un dessin de bande dessinée, Tintin, enfin voilà, Spirou et compagnie. Mais là, on se rend compte que le dessin avec le roman graphique a pris une dimension supérieure, puisqu'on raconte, il y a de l'enquête journalistique, il y a des formats qui sont juste incroyablement puissants. Oui, bien sûr, il y a de l'autofiction, etc. Exactement. La bande dessinée est devenue aussi un art d'art contemporain, c'est-à-dire que dans les écoles, les illustrateurs sont acceptés maintenant, quand ils ne l'étaient pas il y a 15-20 ans. Bien entendu, et il y a eu des maisons d'édition qui ont vraiment ouvert la voie, comme l'association et autres. Et il y a plein de niches, et il y a plein de gens passionnés par le dessin et qui ouvrent des portes. Eh bien, je trouve ça merveilleux parce que voilà, il y a un autre regard et il y a d'autres lecteurs. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Moi, en tout cas, j'en suis ravie, mais plus que ravie. En même temps, à une certaine époque, on regardait, je pense, un tout petit peu de haut. On disait, bon, c'est juste de la littérature jeunesse, c'est juste du dessin, quoi. Maintenant, je pense qu'on vous regarde un peu différemment, non? On regarde un peu différemment. Ce qui était compliqué au départ, c'était le regard des banquiers.
Parce qu'ils pensaient que quand on faisait Des des noms, livres s'il pour vous plaît. enfants, des petits-enfants, on avait des petits besoins. Ouais. Ça, c'était assez compliqué à expliquer que c'était pas tout à fait ça. Autrement, je peux pas dire que... oui, ce qui peut me poser un problème aujourd'hui, je dis ça en parenthèse, c'est que j'écris de la poésie, que je publie de la poésie pour adultes, et alors là, on sent qu'on ne sait plus dans quelle case me mettre. Et je sens qu'on me demanderait presque de rentrer à la maison. C'est très curieux, ça. Et voilà, donc ça m'amuse. Ça m'amuse. Mais de toute façon, je ne vais pas déferler avec ma poésie sur tous les lecteurs du monde. Mais quand même, il y a comme ça, on est quand même vite mis, comme partout, on est vite mis dans une case. Quand vous êtes journaliste, peut-être on a le même problème aussi. Donc, et il faut lutter contre ça, pas forcément avec agressivité, surtout pas, mais simplement en continuant son chemin, en étant sûr de ce qu'on fait. Walid, vous êtes, comment dire, tout jeune dans ce métier, on va dire ça comme ça. C'est votre premier bouquin, hein, c'est juste. C'est ça, oui. Pourquoi avoir choisi justement, vous êtes illustrateur, vous pourriez travailler pour énormément je pense, de champs différents. Pourquoi avoir choisi le champ du livre, en fin de compte? C'est ça ce qui m'amuse le plus, et puis de faire mes petits personnages et puis mes petites peintures et tout, et puis aussi un projet de livre, on a le temps de le développer, on peut créer quelque chose, et puis dans d'autres domaines de l'illustration, c'est un peu plus difficile parce que ça doit aller plus vite. On a une semaine pour finir un dessin, et puis dans les livres, on peut se développer, et puis c'est ça ce qui m'a intéressé. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Tu as fait l'école de Lucerne. Oui, c'est ça. Ça faut préciser quand même que c'est une excellente école du côté alémanique. Justement, en Suisse, on a Lucerne, on a Genève, on a aussi l'ECAL qui travaille un peu dans ce domaine-là, un peu moins peut-être. Ouais. Mais on a quand même des... Bon, on oublie aussi que souvent les Suisses, qu'on est quand même les fondateurs de la bande dessinée, hein, avec Töpfer. Enfin, c'est peut-être un argument de vente, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, c'est un argument de vente, mais les gens ne pensent pas trop à ça, je crois. C'est important qu'il y ait des lieux de formation, ça c'est sûr. Et on a mis du temps quand même à Genève. Hein. Tu as enseigné, toi, en quelle année? J'ai enseigné 18 ans, mais c'est vrai que maintenant il y a une section d'illustration de BD à la HED, à la Haute École d'Art, et puis il y a le CFP-Art avec le SBDI depuis quelques années. Donc ça fait quoi, une bonne dizaine d'années quand même, depuis la HED. Et on sent maintenant arriver des nouveaux talents, vous les voyez en termes de propositions? Moi, je fais partie du jury de la SBDI, par exemple, et chaque année, je repère des gens, voilà. Et c'est assez fascinant de faire ça. Et alors maintenant, à la HED aussi, bien sûr, parce qu'après, ces élèves-là passent en principe à la HED. Et donc, voilà, il y a des nouveaux talents, oui. Mais c'est pas suffisant d'être un nouveau talent pour publier. Il faut avoir un projet qui tienne la route, qui soit publiable. Enfin, voilà. Donc on se heurte un petit peu à ça. Mais on essaie de donner la chance aussi. Avec certains livres, on a fait un livre sur les réfugiés, par exemple, où les illustrateurs très jeunes ont travaillé ont fait un workshop avec Jo Sacco, et ils ont interrogé des réfugiés à Genève, et ils en ont fait des bandes dessinées. On a choisi 3 qu'on a réunies dans un ouvrage. Ça fait partie aussi de notre travail de donner la parole à des plus jeunes. Voilà. Ça permet aussi d'avoir une diversité de styles, de genres. Déjà là, on l'a. Hein, l'illustration, c'est extraordinaire. Autant c'est difficile de trouver des bons textes, c'est quand même ça le problème. En tout cas en français, je trouve que l'illustration, on a tout ce qu'on veut sur le marché, tout ce qu'on veut vraiment. Il y a des talents incroyables dans le monde entier, tout près. Justement, donc on a un auteur de texte qui travaille avec Albertine Germano. Comment ça se passe justement le travail pour ce bouquin-là? C'est vous qui écrivez les textes en premier et c'est illustré. Vous discutez des textes, vous discutez des illustrations. Enfin, qui a le lead finalement? Qui est le patron du projet? Alors pour ce livre en particulier, ça s'est passé de manière un petit peu différente que d'habitude, parce que c'était au départ une commande des bibliothèques de Genève. Donc
ils ne souhaitaient pas forcément avoir de texte accompagné d'illustrations, parce que c'était les participants à des ateliers inscrits aux bibliothèques qui allaient illustrer ces histoires. C'est seulement dans un deuxième temps que Francine a souhaité publier ce recueil. Et donc là, Albertine a joué son rôle d'illustratrice comme n'importe quelle autre illustratrice le ferait, sauf qu'évidemment, nous connaissant, elle a amené sa touche d'auteur aussi. Albertine, c'est pas simplement effectivement une illustratrice, c'est vraiment aussi un auteur, quelqu'un qui raconte une narration avec des histoires, avec des images. Ensuite, pour notre travail, par exemple pour le livre bleu, rapidement, on discute du projet longuement en amont parce qu'on considère l'idée comme étant de la matière vivante, comme un être vivant. Donc, on se met au service. Nous, on est des auteurs qui nous mettons au service de l'idée, au service du projet, au service des émotions. Et puis, il faut attendre que ces émotions soient... parce qu'elles peuvent être capricieuses, elles peuvent être rebelles. Donc, il faut être patient. Et ça peut durer très longtemps, cette écoute de l'idée. Ça peut aller très vite. En une semaine, on peut avoir terminé, en tout cas dans l'esprit, un projet. Puis autrement, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a des histoires qui sont dans nos tiroirs depuis 25 ans qui ne sont toujours pas abouties. Une fois que le projet est abouti, généralement, oui, c'est moi qui commence à travailler. J'écris un scénario classique, comme on le ferait pour une bande dessinée ou pour le cinéma, très, très détaillé. J'écris de manière très détaillée. Et puis, donc, je soumets ce scénario à Albertine, qui va pouvoir se mettre au travail, mais pas forcément. Elle va pas être obligée de suivre avec zèle et précision tous les détails que j'ai mis dans le scénario. Et si, justement, avec sa propre narration, elle parvient à améliorer le scénario original, eh bien, la liberté lui en sera donnée. Voilà à peu près comment ça se passe. Mais c'est une méthode qui est... Ça, je vous donne la méthode un petit peu générale, parce qu'il y a des livres qui fonctionnent de manière complètement différente, où tout à coup on s'est mis d'accord, et puis chacun travaille dans son coin, et ensuite on se montre. Depuis le temps qu'on se connaît, on a cette intuition de l'autre qui nous permet de faire des expériences originales et particulières. Et ça roule toujours ou ça clash parfois? Ah, on s'engueule des fois. Non, c'est vrai? Ah bon? Forcément, un petit peu quand même. Il faut un peu de piquant dans la vie. Oui, ça arrive quand Germano change le projet, parce qu'il dit oui, non, là, je suis pas. On avait ça au début, et puis on va faire un peu autrement. Il y aura plus ça, mais il y aura ça. Mais moi, dans ma tête, je m'étais déjà fait tout le livre, donc j'avais déjà tout en tête. Du coup, il me fout en l'air tout mon système mental, tout ce que j'avais en tête. Et là, on argumente, on discute et tout ça, mais ça dure jamais très longtemps. Et puis, on a quand même des rôles très... Je lui laisse vraiment cette partie très cérébrale, parce que c'est quelqu'un qui sait construire un scénario. C'est vraiment pas donné. C'est pour ça qu'il y a peu de dessinateurs et d'auteurs à la fois. C'est-à-dire, il y a peu de personnes qui prend les deux casquettes, qui est à la fois auteur et illustrateur, parce que c'est très compliqué, c'est un boulot en soi de savoir raconter une histoire, d'être dans la narration pure de A à Z. Donc lui, je lui laisse faire ça parce que c'est merveilleux, il le fait toujours très très bien, avec une précision. Et alors moi, je suis plutôt dans l'image et dans le format, le choix du papier avec les graphistes. Je dirais l'objet, en lui-même, ça m'intéresse. Où sera le texte par rapport à l'image et tout. Je vais construire ça. Et Germano, il sera vraiment plutôt dans le contenu écrit. Walid, vous avez envie de vous fâcher avec personne, c'est pour ça que vous travaillez tout seul? Oui, c'est pour ça que je travaille sans texte, parce que voilà. Et comment ça se fait? Il faut quand même écrire un scénario quand même avant de commencer à dessiner, ou vous le dessinez c'est une espèce de génération spontanée? En fait, ce projet-là, en fait, j'ai commencé avec les personnages, et puis c'est eux après qui m'ont raconté leur histoire sur le papier, donc je les laissais faire, et puis tout d'un coup ils ont eu envie de se chamailler, et puis après c'est devenu une histoire de voisins, voilà.
C'est vrai que ça m'inquiète quand vous parlez comme ça, hein, si vous entendez des personnages qui commencent à... Non, mais ceci dit, le résultat, il est parfait. Hein. C'est comme dans les romans. Quand on écrit un roman, le personnage finit par nous mener. Exactement. Et vous, quand vous recevez un projet comme celui-là, pourquoi... Peut-être c'est trahir des secrets ou pas, mais pourquoi avoir publié ce projet-là ? Bon, c'est pas secret du tout. Je trouve que ce problème de voisinage, comme vous le disiez, c'est des problèmes qu'on rencontre tous. Et puis il y a beaucoup d'humour dans cette histoire. Le style naïf, comme ça, naïf, j'aime pas trop ce mot, mais tout simple, efficace. Au fond, c'est un livre efficace, je dirais. Et il me semble que les enfants qui entendent bien des choses de la vie des adultes ou voient ceci, ils peuvent tout à fait repérer le voisin qu'on n'aime pas, etc., etc. Et ça fait partie de la vie. Ça marche aussi pour les adultes, hein, ceci dit. Oui, bien sûr que ça marche pour les adultes. Mais les livres pour enfants sont souvent proches de... C'est de la littérature tout court. Donc après, on se dit, ben tiens, les enfants peuvent y trouver quelque chose. Parce que les enfants, ils sont dans l'inconnu total depuis tout petit. Et c'est pour ça qu'on avait une discussion tout à l'heure avec quelqu'un à propos des animations dans les musées. Les parents sont obsédés par le fait qu'il faut qu'il y ait des animations. Mais non, il faut promener les enfants dans les musées, ils regardent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils se souviennent pas. Je trouve que c'est très important, cette façon toujours de vouloir rentrer en pratique et les contraindre en fait à bien comprendre. Mais non, il ne faut pas les contraindre à bien comprendre, ils comprennent bien assez tout seuls. Il faut cette vision très efficace de la culture, alors que la culture finalement est totalement libre, hein, ce que vous disiez tout à l'heure à Albertine, quoi. Juste avant parce que j'aimerais quand même bien que Germano nous lise un passage de son texte tout à l'heure. On va lui passer le livre, comme ça il aura le temps de choisir un passage. J'aimerais bien donner la parole enfin je souhaite donner la parole au public. Il suffit de lever la main et le micro va, si micro il y a. Est-ce qu'il y a une question ? Toujours un grand silence angoissant. Un grand silence. Bon, ça donne du temps à Germano pour choisir son passage. Pas encore. Bon, ça viendra. Germano, je vous laisse... Vous n'êtes pas obligé de le lire jusqu'au bout. Hein, c'est un passage. On se donne 3-4 minutes, 5 minutes maximum. Le micro, mon amour. Ah, je crois que ça va aller. Donc Albertine me demande de lire, qu'est-ce qu'on fait, le début de... Tout. Enfin, pas tout le livre, bien entendu. Non, pas tout. mais tout l'aspirateur. Alors, Non, il est court, c'est court. C'est vachement court. non, on va peut-être pas tout lire. Oui, parce que le temps presse et il y a d'autres questions. Donc ça s'appelle... je vais vous lire les 2 premiers paragraphes du plus ailé des aspirateurs. Comme tous les jours de la semaine, à 17h04, la Old Mobilus dépose à Jacques dans la cour. J'ai pas mes lunettes, donc faut que... Tandis que le véhicule se parquait tout seul au garage, Jacques prit place sur le majordomus et se laissa ramener chez lui jusqu'à la table du salon. Le Modi Medium s'alluma et reprit la diffusion d'une série. La Hall Mom retira les chaussures de Jacques et lui enfila ses pantoufles. Pendant que le bar 16 préparait du chocolat chaud, le fournouille éjecta une délicieuse tarte aux pommes. Le majordomus assembla le goûter sur son plateau et vint le servir à Jacques. Le Swingle émit une petite tonalité, indiquant que sa programmation était terminée et qu'il allait se mettre en marche. Jacques ordonna aussitôt au Modi Medium de suspendre la diffusion de sa série. Il était par trop curieux d'observer le fonctionnement de ce nouvel aspirateur. Le Swingle était doté de la toute dernière technologie dite à processus organique. L'apparence de l'aspirateur au repos était celle d'un simple ballon de football. Il commença par rouler dans la pièce comme s'il cherchait à s'orienter. Le Swingle détecta les premières impuretés, se transformant soudain en une grosse flaque épaisse et huileuse. Il enroba ainsi complètement le tapis perçant afin de le nettoyer en profondeur. La surface du Swingle produisait des remous concentriques. Son mécanisme n'émettait qu'un faible sifflement. Contrairement aux anciens modèles, le Swingle n'avait plus besoin de se connecter à la trachette pour vider son réservoir. L'appareil absorbait la saleté, puis la réduisait à néant grâce à ses brûleurs supranucléiques.
Merci pour cette lecture, bravo. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin, ça se termine mal. Eh oui. Vous avez des idées noires ces jours-ci ou... Non, j'ai toujours eu disons une certaine la confrontation entre le bien et le mal m'a toujours fasciné, en tout cas me préoccupe beaucoup. Et ça remonte, pour résumer, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça remonte à mon enfance, parce que ma maman, très vite, a commencé à me raconter qu'elle était possédée par le démon, qu'elle avait été possédée par le diable. Elle me racontait qu'en gros, ça se passait comme dans l'exorcisme. Et donc, cette confrontation au mal et au diable a toujours été présente en moi. Voilà. D'où la phrase « les monstres sont partout ». Exactement, oui. Alors qu'est-ce que c'est qu'un monstre? Je dirais d'abord, je pense que ça n'est pas humain, hein. Le mal n'est pas humain. Donc quand quelqu'un, par exemple, me dit il faut que tu détestes cette personne parce qu'elle a fait quelque chose de mal, je ne vais pas la croire. Je vais d'abord besoin de connaître cette personne pour savoir si vraiment elle est méchante ou pas, connaître son histoire, connaître son parcours. Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit qu'il faut que je déteste quelqu'un d'autre, surtout si elle habite à l'autre bout du monde, que je vais détester cette personne. Et donc le mal, c'est quand on est présent d'une entité qui, par exemple, prétend avoir raison et seulement raison, devant une entité qui ne s'excuse jamais, qui prétend faire tout juste et qui dit que l'autre fait toujours tout faux. Voilà, quelqu'un qui vous oblige, qui vous contraint à faire quelque chose dont vous savez qu'elle n'est pas bien pour vous. Voilà ce que c'est qu'une présence maléfique. C'est très d'actualité ce que vous nous racontez là. Bon, bref, on pourrait analyser probablement notre temps grâce à vos paroles et ce que vous venez de nous lire et nous dire. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, enfin qu'il n'y en ait pas une véritablement, puisque c'est la cour du château de Morges, mais il y a une question. Donc le micro vous arrive. Bonjour. Oui, il suffit de... Bonjour. Ah oui, là c'est bon. Merci de nous faire l'honneur d'être cet après-midi avec nous. Tout à l'heure, vous avez dit, Germano, je me mets au service de mes idées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe en votre fort intérieur lorsque vous vous mettez au service de vos idées ? C'est quelque chose de très, très complexe et de très intime. On m'a souvent posé cette question. Je réponds que c'est presque trop intime parce que ce serait comme je suis quelqu'un de très pudique. Donc, quand je vais aux toilettes, je ferme toujours la porte des toilettes. Donc là, vous me demandez presque de me déshabiller. C'est quelque chose de très intime. Disons que pour résumer, c'est que les idées sont à tel point vivantes c'est pour ça qu'Albertine dit, mais des fois tu as changé le scénario en cours de route, c'est que ça vit, ça vibre, et donc il faut apprendre à l'écouter, voilà, apprendre à écouter une idée, et on est en présence, voilà, de quelque chose de vivant, de concret, mais d'immatériel. Et dont je considère qu'elle ne m'appartient pas. Hein. Je prétends pas avoir inventé l'histoire des oiseaux. L'histoire des oiseaux est venue vers moi. Je prétends pas avoir inventé ces histoires de monstres. Je me suis inspiré de plein d'autres livres, et donc les choses viennent à moi. Donc voilà, je ne prétends pas être l'auteur de ces idées, l'inventeur de ces idées. Les idées nous arrivent. Et il faut on les prend, on ne les prend pas. Mais pourquoi tu gardes des choses et pourquoi il y a des choses que tu ne gardes pas? Je garde ce qui me paraît être universel, quelque chose qui va pouvoir être transmis, qui va pouvoir être qui va peut-être parler à un maximum de gens. Évidemment qu'une histoire, une idée déjà toute fermée, ou déjà maintes fois redite, mais qui se présente à moi, c'est les idées faciles. Hein. On a plein d'idées faciles. Alors on les note sur notre carnet et puis on se rend compte que c'est une idée qu'il faudra recycler, re-recycler et re-recycler, mais que finalement ça ne donnera rien de bon. Donc il faut faire un tri, oui, c'est vrai.
sais pas s'il y a une Merci. autre question. Merci, madame. Oui, devant. Allô? Oui, C'est tout alors bon. bonjour. Bonjour, ici la Terre. Voilà. Je vous remercie beaucoup de ce que vous nous avez présenté. Moi, j'ai une question assez simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'illustration? Est-ce que c'est tout petit, vous aimiez déjà le dessin? Moi, je suis très mauvais en dessin. J'arrive pas à exprimer mes idées par le dessin. Mais vous, qu'est-ce qui vous a poussé d'avoir ce don? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est travaillé? Il doit y avoir un peu des deux. Oui, je pense qu'il y a des deux. Alors, je viens d'une famille qui parle beaucoup, mais vraiment une logorée bien, quoi. Et alors moi, je peux parler, là, je suis à l'aise avec vous, mais j'ai appris à le faire parce que je pense que je suis pas quelqu'un en fin de la parole. Je suis quelqu'un du silence et je le suis de plus en plus. Hein. Donc, quand j'étais petite, j'avais pas beaucoup de solutions pour exprimer des choses. Il fallait bien que j'observe ce qui m'entourait. Et puis j'avais envie aussi de séduire mes grands-parents, ma maman, mon papa. J'avais envie qu'ils soient fiers de moi. J'étais nulle à l'école et il fallait bien que je trouve quelque chose. Donc c'est vrai que le dessin et ce plaisir de l'observation est venu très vite. Envie de raconter des histoires. Puis après, il y a eu des lectures, il y a eu des livres forts qui m'ont marqué. Et puis, je dirais, après, il y a eu un petit livre dans une librairie qui s'appelle Momo ouvre un magasin de Nadja. Et ce petit livre qui avait l'air de rien du tout, tout coup, je me suis dit, mais on peut faire des livres comme ça pour les enfants. Ah, ça c'est génial. C'est pas que Martine à la plage. Il y a autre chose. Il y a le Rouergue. Il y a tout à coup un monde s'ouvrait. Et puis cette envie de raconter des histoires, mais sans avoir les mots. Hein. Donc c'est vrai que je dessine. Je raconte des choses de manière muette. Et puis grâce à cette rencontre miraculeuse avec Germano, les mots sont venus. Et donc ça a ouvert encore plus cette espèce de champ immense qui est raconter une histoire. Mais le dessin, il était là depuis toute petite. Walid, la même question pour vous. D'où ça vient le dessin? Est-ce que... Oui, en fait, si on me pose cette question, j'aime répondre et toi, quand est-ce que tu as arrêté de dessiner? Parce que je crois que c'est quelque chose qu'on est enfant, et puis après, on arrête tout d'un coup. Puis voilà, moi, j'ai jamais arrêté. Comme C'est très juste, c'est très beau ce que tu dis, c'est ça. Donc finalement, c'est votre côté enfantin aussi qui reste avec le dessin? Ou enfin, comment se positionner par rapport à ça? Ben, je pense que c'est, pour moi, le dessin, c'est aussi un peu un refuge aussi, et puis pouvoir penser à des histoires, à des personnages comme ça, quand j'attends le bus ou je suis dans le train. C'est mon monde à moi, puis j'aime y passer du temps. Et puis c'est peut-être, oui, un côté enfantin que j'ai gardé encore. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, vous pouvy y aller, monsieur. Pour rebondir, vous avez dit que vous avez continué à faire du dessin. Est-ce que vous allez faire un nouveau livre ou vous n'avez pas encore d'idée à ce niveau-là, non? Oui, il y a déjà des choses en préparation. Mais on ne va pas trop en parler pour l'instant. Ça sera la surprise. Merci. Voilà. Moi, je vous remercie, tous les deux. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça n'a pas l'air. Moi, ce qui me surprend toujours quand même, hein, c'est que c'est un langage qui est totalement universel. C'est-à-dire que vos dessins sont capables de, à la différence du texte, qui est beaucoup plus compliqué, ou de la poésie, ça va remonter de l'enfant vers l'adulte, et on aura finalement le même dessin va raconter des histoires totalement différentes. Il y a une force incroyable dans le dessin. Et ça se gère comment, justement? Parce que vous rencontrez des publics aujourd'hui au festival, c'est à la fois des enfants et des adultes. Comment vous percevez ça? Comment vous le gérez, ça, justement, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste aussi? Alors, bon, ça c'est merveilleux parce que on vous on vous ramène votre travail, en fait. On vous le ramène avec beaucoup d'amour.
quand on est dessinateur, on est très dur. Moi, je suis affreusement sévère avec moi, mais d'une exigence, je vous dis pas, il y a des, pour le livre bleu, il y a des planches que j'ai refait 5 fois parce que je n'étais pas contente. Quelle planche? Je suis jamais contente, jamais. Je me dis rarement merci, bravo. Et quand les gens arrivent vers vous et vous disent voilà, moi j'ai été touchée, j'ai vu ça. Je vois votre dessin, je le perçois. Il n'est pas si rigolo. Il a aussi des gravités. Il est aussi complexe. Il m'a apporté ça. Mon enfant a vu ça. Il a caché le livre sur le lit pour pas le rendre à la bibliothèque tellement il l'a aimé. Ça, c'est une merveille. Ça, c'est les plus beaux cadeaux. C'est ce cadeau des gens. Et voilà, tout est dit. Voilà pourquoi tout à coup on fait les livres, on les fait pour soi. Enfin, on fait un dessin pour soi au départ, et puis après il part, il fait son chemin. Il faut le laisser, faut le laisser aller. C'est la même question que j'ai envie de vous poser en tant qu'éditrice finalement. Vous aussi, hein, vous parlez aux jeunes, vous parlez aux adultes. C'est la même logique que celle d'Albertine. En fin de compte, c'est de faire vibrer les gens, c'est de leur apporter la joie de vivre, mais aussi la réflexion. Je ne sais pas, en tout cas, chaque livre, pour moi, exprime quelque chose qui est très profond en ma personne. Et s'il n'y avait pas ça, je ne les publierais pas. Voilà. Donc après, c'est la bouteille à la mer. Est-ce que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas? Ça, on a comme une espèce de résultat. Mais ça ne touche pas le pourquoi j'ai dit oui à un moment. C'est comme le Fiat. Voilà. Mais en même temps, le pourquoi, et c'est quoi? C'est de l'émotion quand vous recevez une œuvre, ça doit vous émouvoir, ça peut être de l'émotion, bien sûr, et puis ça peut être aussi un plaisir esthétique, ça peut être aussi un plaisir, une attente philosophique. Oui. Et on a intitulé notre petite exposition là, 35 ans d'engagement. Je crois que des engagements au sens large, que ce soit politique, poétique, philosophique, écologique, etc. Il y a chaque fois quelque chose qu'on dit et on se dit, est-ce qu'on dit, est-ce que c'est juste ce qu'on fait? Mais c'est juste par rapport à nous-mêmes. Moi, c'est juste aussi par rapport à ce qu'on entend, parce qu'il faut dire que j'ai une équipe. Je ne suis pas toute seule. J'étais toute seule au début, mais après, j'ai une équipe et on communique beaucoup dans l'équipe. Il y a des choses qui nous conviennent à toutes, d'autres pas. Enfin, il y a parfois des conflits, comme les conflits que vous pouvez avoir ensemble. On n'est pas toujours d'accord sur ce qu'on a envie de faire. Mais je crois que, comme Albertine disait, c'est une question de sincérité, d'honnêteté avec soi-même. Il y a des livres où on se dit, mais non, là, on y va parce que c'est trop séduisant. C'est des livres séducteurs. Non, on va pas y aller. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup ces moments où on doute. On doute, mais il y a des regrets aussi, peut-être. 35 ans, il y a peut-être des choses que vous auriez aimé publier, qui n'ont pas été. Enfin, Des regrets? Ouais. Oh non, ça jamais, non. D'accord. Non, j'ai fait des erreurs. C'est sûr, on a publié des choses on aurait peut-être pu s'abstenir, parce qu'on allait au casse-pipe, c'était évident, et on y est allé. Mais des regrets, non. Je crois que j'aime ce tâtonnement de ce métier où on navigue un peu à vue, et on sait à peu près où on va. Plus on vieillit, plus on sait où on va, ça c'est sûr. Mais on est quand même obligé de temps en temps redresser, et puis de se dire, attention là, faut peut-être pas qu'on y aille, parce qu'on va rien vendre, quoi. C'est un peu ça, des fois. Le curseur peut être là aussi. En même temps, c'est aussi, on parlait justement tout à l'heure de famille, finalement de leadership, de mère de famille, en fin de compte. Elle est parfois sévère, cette mère de famille. Ça, faudrait poser la question à mes enfants. Alors? C'est vrai que je suis sévère, c'est vrai. Et les auteurs, qui sont un peu vos enfants aussi, en fin de compte, est-ce qu'elle est sévère? Non, vas-y Zulot, toi. Non, moi je pense qu'elle est, oui, je dirais pas sévère. Non, je pense qu'elle est exigeante, qu'elle attend de nous de la qualité, ce qui est normal pour un éditeur qui produit des livres de qualité. Donc on sait qu'on ne va pas aller chez Francine si notre projet est inabouti, parce que
Ça ne passera pas. D'ailleurs, ça pourrait passer, parce qu'on pourrait se dire, ah, voilà, vous êtes... on n'est pas un des best-sellers, on ne vend pas des millions d'exemplaires, c'est très rare, je crois, en littérature jeunesse, mais on pourrait tout à coup se mettre à vendre, je ne sais pas, des millions d'exemplaires d'un livre. Et puis à partir de là, Francine dit, ah bon, ben c'est gagné, maintenant vous pouvez faire à peu près n'importe quoi, ça va se vendre. Eh ben ça, Francine ne fonctionnerait sûrement pas comme ça. Bon, ça c'est déjà vu dans la littérature, si je puis me permettre. Mais bon, bref, c'est peut-être un autre débat. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. En même temps, on arrive au bout de ce débat, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 35 prochaines années ? En tout cas, pas 35 autres. Non, ce qu'il faut souhaiter, c'est que la maison demeure, même quand je n'y serai plus. Je crois que c'est peut-être ça que j'aimerais entendre. Voilà. D'accord. Bah écoutez, c'est tout le mal et tout le bien qu'on vous souhaite. Et puis, je vous remercie, cher public et téléspectateurs qui nous avaient suivis sur 8 Mont-Blanc et ici dans la cour du château de Morges, de vos questions, de votre présence. Et puis, merci également à nos orateurs du jour. Et on va vous retrouver, Walid, dans quelques minutes sous la tente du côté des quais. Et en ce qui concerne Albertine et puis Germano, je crois que c'est demain à partir de 9h. Voilà, 9h30. 9h30. On dormait un peu. On vous amènera les croissants, on n'y manquera pas. Donc votre bouquin sera à disposition à ce moment-là, vous le dédicacez. Et Walid, c'est maintenant. Et tout le week-end également pour vous, jusqu'à dimanche soir, 18h. Voilà, c'est ça. Voilà, si on aime, ça c'est vraiment, on aime notre métier, hein. Et l'éditrice est très contente également. Donc merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, et puis nous on se retrouve demain, on a un nouveau débat vers 11h, demain, et dimanche, un peu plus tard dans la journée, vers 13h, mais enfin on vous en parlera demain, et puis merci pour tout, et bonne suite de festival. Et à très bientôt, et on attend vraiment avec impatience votre prochain livre qui me semble vraiment très, très intéressant. Donc à bientôt, merci. Merci beaucoup.